Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire organisé par Incepto qui s'appelle l'IA appliquée à l'IRM du genou. Donc moi je m'appelle Gaspard Dassini, je suis radiologue, cofondateur de la jeune startup Incepto Medical. On vous voit aujourd'hui parce que chez Incepto, on est une startup qui a 3 ans, un peu plus de 3 ans d'existence, et on est une plateforme de distribution et de production d'algorithmes d'IA. Le premier-né des studios Incepto est arrivé récemment, et il s'agit d'un algorithme de détection automatique de lésions en IRM du genou qu'on a fait en coproduction avec le groupe radiologique suisse 3R. Et donc on est très heureux de pouvoir le présenter devant vous et le discuter. C'est une première, il n'y a pas d'autres algorithmes pour l'instant au monde qui ont un marquage réglementaire. Donc on est très fiers de ça. Et pour le discuter, eh bien, on a la chance d'avoir un magnifique panel. Et je suis très heureux et je remercie le docteur Raphaël Guillain, qui est responsable de l'unité d'imagerie ostéo-articulaire du CHU de Rennes, d'avoir accepté d'être le modérateur. On va parler IRM de genou autour de ce produit que vous voyez là, qui est une solution simple qui arrive directement dans le PACS des médecins qui l'utilisent actuellement, qui automatise pour l'instant la détection automatique des lésions méniscales, savoir s'il y a une fissure ou pas. Ça apparaît en rouge ou en vert ou en orange si la fissure est douteuse. Ça automatise aussi la migration méniscale. On va voir que c'est quelque chose d'important. Ça automatise la détection des lésions du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral médial, et également la détection des lésions cartilagineuses des 3 compartiments. Voilà, beaucoup de questions autour de l'IRM de genou et de l'introduction de ces nouveaux outils. Merci Raphaël, merci aux panélistes, et Raphaël, je te laisse la parole. Merci beaucoup Gaspard, merci de m'avoir invité à modérer ce webinaire. Merci également de m'avoir impliqué un petit peu dans le développement de cet outil. Je vous propose qu'en préambule, avant de poser un petit peu les bases de ce webinaire, on fasse un petit tour de table pour présenter les différents intervenants dans l'ordre de nos interventions. Patrice, si vous voulez bien commencer. Bonjour, Patrice Guiffaut, je suis donc chirurgien orthopédiste, je travaille à l'hôpital du Havre. Merci, je vais passer la balle à Pascal. Je suis Pascal Guinet, donc radiologue polyvalent en exercice privé à Évreux. On a une activité qui est très polyvalente, mais essentiellement ostéo-articulaire pour la moitié et cancéro pour l'autre moitié. Et grand utilisateur d'intelligence artificielle depuis plus de 8 mois maintenant. Merci. Benoît, qui participe depuis la Suisse. Bonjour, Benoît Risque, médecin radiologue. Je travaille à Fribourg, en Suisse. Je fais partie du groupe 3R, qui est un réseau radiologique en Suisse romande. Et puis, j'ai développé un pôle d'expertise un petit peu au sein du réseau en imagerie musculo-squelettique. Je suis également directeur médical du groupe 3R depuis quelques mois. Merci bien. Et puis, je passe la balle au professeur Bousson, qui va nous apporter une balance scientifique avec les compétences qu'on lui connaît. Bonjour, je suis donc Valérie Bousson, je suis radiologue ostéo-articulaire, donc je fais uniquement de l'ostéo-articulaire, diagnostic, interventionnel, et donc je suis chef de service à l'hôpital Lariboisière, donc j'ai une activité exclusivement publique et universitaire, donc l'hôpital Lariboisière, c'est un hôpital parisien du 10e arrondissement. Et donc j'ai eu la chance d'être impliquée dans une des études cliniques de validation dont on parlera ultérieurement. Tout à fait, merci. Alors, en fin de ce préambule, je voudrais préciser qu'aucun d'entre nous n'a évidemment de lien d'intérêt, en précisant que Benoît représente le groupe 3R, qui est co-créateur de cet outil. Alors, effectivement, moi, j'y ai participé à titre scientifique, parce qu'un jour, on m'a sollicité pour travailler sur cet outil, dès son début en 2018. Et je dois dire que j'ai été un peu surpris par le challenge que ça pourrait représenter, parce que pour ce qui me concerne, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle répond souvent à des questions très simples et sur un mode binaire. Par exemple, détection d'un nodule pulmonaire,
détection d'un nodule cancéreux dans la prostate, détection d'une fracture. Mais là, quand on est allé vers le genou, on s'aperçoit que le genou ne répond pas véritablement d'un mode binaire, ou en tout cas qu'il peut répondre d'une multitude de questions avec des réponses binaires, puisqu'il y a énormément de structures dans un genou. Et j'ai eu l'impression que la marche était relativement haute. Et donc, j'ai été observateur de la méthode qu'on applique pour développer un outil d'intelligence artificielle de ce type. Et j'ai beaucoup appris. En fait, ce qui a été fait au départ, c'était d'identifier finalement les besoins. Et vous allez voir que c'est le premier intervenant qu'on va faire parler. C'est Patrice qui va nous en parler de ces besoins, à quoi finalement l'intelligence artificielle est utile. Et puis ce qu'on voulait dans ce webinaire, c'était également aller un petit peu plus loin avec des retours d'expérience pour savoir en vrai qu'est-ce que ça change dans la pratique d'un radiologue en 2021 d'avoir un outil de ce type, et plus largement des outils d'intelligence artificielle. Et puis enfin, parce que tout ça est très nouveau, et je crois que c'est important qu'on comprenne comment ça marche, on voulait rajouter une petite brique scientifique avec les étapes de validation d'un outil d'intelligence artificielle. On a créé un algorithme, comment est-ce qu'on le teste, comment est-ce qu'on définit sa qualité, sa performance, et ce qu'il va pouvoir apporter finalement à nos patients. Donc voilà un petit peu ce que l'on va couvrir dans ces 45 minutes, avec différentes étapes que je vais essayer d'animer. Je voudrais sans plus tarder donc le redire. Au début, on est parti des besoins en se posant une question qui est pourquoi est-ce qu'on fait une IRM du genou? Finalement, même pas d'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'on fait une IRM du genou? Quels sont les besoins? Et pour ça, eh bien, Gaspard est allé rencontrer des cliniciens et notamment Patrice Guiffaut, chirurgien au Havre. Patrice, est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les réponses que vous avez pu apporter à cette question? Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez d'une IRM du genou? Quels sont les éléments clés qu'on doit vous apporter? Oui, alors, en gros, pour pouvoir répondre à cette question, je vais donner 2 cas concrets. On va dire 2 cas un petit peu simplistes, mais qui permettent, à mon sens, de bien répondre à cette question. Le premier cas serait un cas traumatologique. Donc, en l'occurrence, un patient que je vois le lundi matin qui se serait fait un traumatisme au sport le dimanche, et donc qui vient parce qu'il a une entorse du genou. Donc, bien sûr, on va l'examiner cliniquement, et fréquemment, à cette période, du fait des contractures, du fait de l'hémarthrose, du fait des douleurs que présente le patient, l'examen clinique n'est pas toujours facile, d'où la prescription d'IRM assez facile. Sur cette IRM, ce que j'attends en premier, c'est de faire la différence entre une entorse grave et une entorse bénigne, à savoir est-ce que le pivot central est intact ou pas. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a éventuellement une atteinte méniscale. Et par ailleurs, cette atteinte méniscale, il est important de préciser si elle est migrée ou pas. Alors vous savez effectivement que si on a une entorse grave, donc si on a une atteinte du ligament croisé antérieur avec une atteinte méniscale, et si elle est migrée, il y a une indication opératoire qui est quand même assez forte. On sait en effet que il faut absolument préserver les ménisques. On parle maintenant de capital méniscal. Dans le cas où on a une fissure méniscale migrée et qu'on n'intervient pas précocement, on risque en fait d'être à terme obligé de resséquer cette lésion méniscale et donc de ce fait d'exposer à une golarthrose, on va dire à moyen ou long terme. Donc ça c'est le premier cas clinique qui est le cas clinique de traumato. L'autre cas clinique qui est plus un cas clinique de consultation entre guillemets non urgente, ce serait le patient un peu plus âgé qui présente donc des douleurs chroniques de son genou. Donc, après avoir examiné ce patient, on va en premier lieu demander des clichés en charge, et plus précisément une incidence de Schuss, pour pouvoir apprécier précisément s'il existe un pincement fémorotibial et donc une chondrolyse. Et cette chondrolyse, donc, est effectivement au mieux appréciée, on va dire, sur les clichés standards. Alors, pourquoi faire une IRM? Premier cas, c'est lorsqu'on a une chondropathie qui est localisée à un des 3 compartiments. Donc, le plus classique, c'est le compartiment fémorotibial interne. Si on a une arthrose donc uniquement du compartiment fémorotibial interne, on peut éventuellement proposer une arthroplastie unicompartimentale si on décide de faire un geste chirurgical. Dans le cas où on fait une arthroplastie unicompartimentale, il est impératif, 1, d'avoir un pivot central intact, et 2, d'avoir, on va dire, des compartiments fémorotibiaux externes et fémoropatellaires
relativement indemne de lésions. Alors certes, on a les radios standards, certes, on prend la décision ultime en paire opératoire, mais l'IRM représente quand même un argument important pour pouvoir se décider sur le type d'arthroplastie qu'on va préciser. Donc ça, c'est, je dirais, le premier cas où l'IRM est quand même importante. Et deuxième cas, c'est quand vous avez des radios qui sont à peu près normales ou un pincement fémorotibial qui est minime. À ce moment-là, l'IRM peut nous donner des renseignements supplémentaires. On peut avoir des chondropathies focales, des chondropathies fémoropatellaires qui ne sont pas forcément bien appréciées sur les incidences fémoropatellaires. Voilà. C'est, si je résume, bon, évidemment, le pivot central est un point d'intérêt majeur, hein, ça je pense que tout le monde s'en doutait. Le ménisque aussi, mais alors ce qui a été intéressant en itérant avec vous, c'était que la migration était probablement un critère très important, probablement un peu plus important que les gens ne le pensaient. C'est-à-dire qu'on pensait, nous, qu'on allait aller vers le traumatique versus dégénératif. La migration est quelque chose qui est remonté assez haut et qui a été intégré à l'outil. Et puis, vous nous dites que le cartilage est un troisième item important, en rappelant que l'IRM au genou est aussi bonne que l'arthroscanner et qu'on peut se passer d'un arthroscanner pour un bilan de cartilage dans un grand nombre d'examens. Ça, c'est un point qui est important. Donc, il faut être ambitieux en IRM et regarder le cartilage et essayer de le qualifier du mieux possible. Voilà, je vous remercie beaucoup, Patrice, pour cette expression des besoins. Je crois que c'est très clair. Et donc, ça a permis, si j'ai bien compris, à Incepto de recentrer un peu les choses vers voilà, des questions assez précises sur un mode plus ou moins linéaire. Je vais maintenant me tourner vers Pascal. Vous le dites, vous avez maintenant du recul, hein, vous êtes avant-gardiste et avez ces outils, et pas que celui-là d'ailleurs, dans votre pratique routinière. Finalement, est-ce que vous pouvez nous faire part, avec un peu de recul, de ce que ça vous apporte en vérité à titre individuel, puis peut-être un petit peu plus largement à l'échelle de votre équipe? Alors, oui, je suis très utilisateur de beaucoup de solutions d'intelligence artificielle en pratique. Hein, ça va de la détection des fractures à la mammographie, aux nodules pulmonaires, à Kéros, bien sûr. Et je trouve que ces solutions dans une pratique comme la nôtre, qui est souvent assez dense, ça nous permet d'augmenter un degré de vigilance. Je vois par exemple dans une vacation d'IRM, vous allez faire une IRM foie, mammaire, etc. Puis vous enchaînez sur l'ostéo-articulaire, ça vous recentre sur le débat tout de suite de savoir où est-ce qu'il faut prêter votre attention. L'autre aspect, comme je vous l'avais dit, c'est que je fais beaucoup de relectures et je m'aperçois que dans les relectures qu'il y a beaucoup de doutes sur les ligaments croisés antérieurs, beaucoup de lésions méniscales qui sont sous-estimées, notamment dans leur aspect de migration. Et je trouve que là, cet outil sur le ménisque interne avec les flèches qui vont inciter le praticien en pratique courante à se poser la question de savoir si la lésion est instable ou pas. Et là, je crois que ça, c'est vraiment une aide très importante pour le praticien généraliste, en fait. Hein. L'idée, l'avenir, c'est peut-être que vous ayez un peu moins de deuxième avis à relire de la part de votre collègue qui vous tape sur l'épaule au quotidien. Oui, parce que si vous voulez, je crois que le danger de l'IRM du genou, c'est de la lire trop vite. Et le praticien qui dit qu'il n'y a rien et qui voit des flèches un peu partout, peut-être ça l'incitera quand même à revenir sur sa description et à se poser la question de savoir s'il n'a pas raté quelque chose. Un gain en performance et puis un gain en confiance aussi, peut-être. Voilà. Effectivement, quand on a l'impression qu'il n'y a rien et que la machine dit que c'est vert, peut-être qu'on va être un peu pensé favorable. Et alors, inversement, quand je vois un jeune qui vient pour une lésion traumatique et que je vois que tout est vert, et là, je fais très attention parce qu'il ne faut pas oublier que cette intelligence ne vous détecte que le ligament croisé antérieur, le ligament collatéral médial et le ménisque. Mais il y a d'autres choses. Hein. Il peut y avoir des édèmes médulaires, des syndromes de friction, des luxations, tout un tas de choses qui ne sont pas décrites. Donc, le tout vert, c'est également aussi un signe d'alerte. Je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire, voilà, il faut chercher autre chose. Et le radiologue aura toujours le dernier mot. Voilà. Je vous remercie, Pascal. On va aussi prendre un retour d'expérience de terrain avec Benoît. Alors, Benoît, il est carrément, lui, allé voir Incepto. Cette rencontre s'est faite avec des besoins. Vous êtes allé voir le groupe 3R, Incepto, dans un ordre ou un autre, mais avec des besoins à l'échelle d'un groupe. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Oui, alors on a rencontré Incepto en 2018, alors que c'était une compagnie qui venait juste de naître. On a été leur premier client, et puis vite a été mis sur la table le fait de co-développer une application ensemble. Et puis nous, on s'est retrouvé avec le docteur Bratt, qui est connecté, que je salue, à se dire sur quoi on veut travailler finalement. On s'est tourné vers un examen
qui représente un volume important, notamment pour des centres privés comme les nôtres, avec beaucoup de données d'IRM de genoux qui sont disponibles. Et comme peut le faire Pascal, on a pas mal de relectures de cas qui sont faits. On s'est rendu compte qu'effectivement, même si l'IRM de genou a une réputation, quand on est jeune interne en radiologie, d'examen facile, bon, bah, hop, je prends ce genou-là, ça va me prendre 5 minutes, que finalement, il y a de plus en plus de détails, de choses que l'on peut analyser. Et la première idée, c'était d'avoir effectivement un intérêt clinique pour aider nos collègues radiologues et puis peut-être les prescripteurs de ces IRM de genoux à identifier des lésions qui pouvaient être, par exemple, ratées. On pense à des lésions de la rampe méniscale, on pense à des lésions entre la côte postérieure du ménisque externe et le ligament de Vrisberg, des lésions méniscales qui sont peut-être moins bien connues, mais qui vont avoir un impact pour le patient. On s'est rendu compte également, en annotant un petit peu les sets de données que l'on avait, que la migration méniscale, c'est quelque chose qui a vraiment un intérêt clinique majeur, mais qui n'est pas forcément, on ne met pas forcément le focus dessus dans notre rapport, et c'est quelque chose que l'on avait besoin d'améliorer. Enfin, il y a des lésions cartilagineuses qui peuvent facilement passer à l'as. On pense aux petites fissures de la trochlée du compartiment fémoro-patellaire où régulièrement on peut voir des lésions qui sont subtiles où il faut prêter vraiment une attention particulière à ça. Donc, on s'est dit que c'était l'occasion, par rapport à un problème clinique fréquent, à des améliorations potentielles pour les patients et pour aider les radiologues qui ont peut-être une moindre expérience en imagerie musculo-squelettique, que développer un produit comme ça pouvait être intéressant. Donc, pour nous, ça a été vraiment un voyage passionnant d'apprendre vraiment les forces et les faiblesses de ces outils-là en étant vraiment impliqué depuis la base dans la création d'un outil avec toutes les étapes successives. On a beaucoup parlé de gains de performance. Est-ce qu'il y a un gain de rapidité? Est-ce que finalement, vous avez, avec votre expérience, peut-être Pascal et Benoît, l'impression qu'on est plus rapide, c'est-à-dire qu'on va plus vite vers le compte-rendu avec plus de confiance et qu'on réduit, d'ailleurs je crois que l'IA a tendance à le prouver, qu'on réduit d'à peu près 15% le temps d'interprétation. C'est quand même un facteur qui est intéressant. Est-ce que vous le vivez, vous le constatez? Alors, il y a deux choses. Le fait qu'effectivement, quand tout est vert, on sait qu'effectivement, ça va être peut-être le plus rapide pour nous d'interpréter l'examen. Mais encore une fois, attention, comme le dit bien Pascal, il y a le intended use, les questions à laquelle répond l'algorithme, mais il y a ce à quoi il n'est pas entraîné pour le moment. Et ça ne dédouane pas le radiologue de faire vraiment une analyse complète du cas. Après, quand un examen... Quand on a un doute, effectivement, ça fait un second lecteur en temps réel, sans qu'on ait besoin d'aller appeler un collègue ou d'aller dans la pièce d'à côté voir le collègue qui travaille avec nous pour tout de suite avoir un second avis sur une question, sur une problématique que le radiologue peut avoir. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce qu'on le voit bien, par exemple, dans l'imagerie des urgences. Il y a maintenant des outils d'intelligence artificielle qui font du tri et qui vont vous taguer les cas urgents graves. Par exemple, le saignement intracrânien, l'embolie pulmonaire, etc. Et vous allez les remonter dans votre temps de lecture, dans votre flot de lecture. Est-ce que l'IA, par exemple, dans le genou, pourrait faire le tri entre des dossiers relativement faciles qu'on va mettre au lecteur un peu moins expérimenté, et puis des dossiers un peu plus difficiles, avec pas mal de doutes, pour que le lecteur expert tranche? Est-ce que ça, c'est une piste pour l'avenir dans notre pratique? Une des grandes forces des outils d'IA, c'est de pouvoir prioriser les cas urgents, en tout cas pour le patient. On a un petit peu moins ce degré d'urgence en imagerie musculo-squelettique, bien que le lance de saut soit considéré comme une urgence et on décroche notre téléphone pour appeler le chirurgien. Mais on a un petit peu moins ce degré d'urgence, c'est pas à la minute près le Chinese brain qu'on peut avoir pour les accidents vasculaires cérébraux. Par contre, c'est vrai qu'on trie plus facilement nos examens en se disant, voilà, on a des radiologues généralistes, des radiologues experts. Peut-être, si on a identifié les cas qui sont fortement pathologiques, peut-être de gagner du temps sur éventuellement une seconde lecture en faisant une primo-lecture spécialisée par un expert dans le domaine. C'est en soi un gain de temps et d'organisation qui peut... Le diable est quand même dans les détails, donc même si tout est vert, il peut y avoir une petite lésion subtile que peut-être, qui nécessitera peut-être une expertise. Mais, en tout cas, on a pris d'abord les principales lésions du genou. Patrice Guilfot a bien décrit qu'est-ce qu'il attend lui d'une IRM de genou, et en tout cas, la première version de Kéros répond à ces problématiques principales d'une IRM de genou. Très bien. Merci beaucoup pour ces retours du chirurgien,
des radiologues sur le terrain avec cet outil ou des outils. Et puis, on était attaché effectivement avec Gaspard, parce que tout ça est assez nouveau, en tout cas ça l'était pour moi dernièrement, à ces étapes de validation scientifique. Et à ce titre, on vous remercie Valérie d'être là. Est-ce qu'en un mot, et tout à l'heure vous allez développer Benoît et Valérie en décrivant les études qui sont disponibles, est-ce que vous pouvez détailler juste en quelques mots, quelques étapes, les phases de validation d'un outil, d'un algorithme? Oui, alors c'est vrai que ça paraît finalement très différent d'autres études radiologiques, mais finalement, je pense pas tant que ça. Ce qu'on savait faire comme étude, c'était souvent en radio, c'est je compare une méthode par rapport à une autre, je compare l'arthro-IRM à l'arthroscanner en termes de performance diagnostique, c'est-à-dire typiquement sensibilité, spécificité. Donc ça, on peut tout à fait le faire avec un algorithme d'intelligence artificielle. Comparaisons qui doivent être, pour avoir ces performances comparées à une vérité, à un gold standard, à une référence absolue. Et là encore, c'est pas tellement différent en termes d'IA par rapport à d'autres techniques radiologiques. Il faut un gold standard. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre pour un algorithme d'IA? On va prendre la lecture d'un expert ou la lecture de 2 experts, un consensus d'experts, ou alors on va prendre la chirurgie, l'arthroscopie, avec tous les biais qu'on a toujours, quel que soit le gold standard qu'on utilise. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'on peut valider l'IA comme on valide une autre méthode radiologique. Un autre point qui me semble important en matière d'IA, on peut comparer l'IA, par exemple, aux performances d'un radiologue spécialiste ou généraliste, mais on peut aussi comparer les performances de l'IA associée aux spécialistes ou aux généralistes par rapport à une lecture humaine seule. Donc, on a plusieurs schémas d'études possibles. Et puis, surtout, je pense qu'il faut aussi s'intéresser aux étapes qui sont au-delà des validations internes qu'on peut faire, mais qui sont justement l'étape de validation dans la vraie vie, c'est-à-dire quand on va mettre en place le logiciel dans un service. Et c'est particulièrement vrai pour l'IRM, beaucoup plus que pour la radiographie standard, parce qu'on a une telle variabilité des séquences, des façons de procéder, du 1,5 Tesla, du 3 Tesla, des séquences obliques, celui qui fatsate, celui qui fatsate pas, des épaisseurs de coupe, etc. Vous le connaissez tout aussi bien que moi, que tout ça entraîne une variabilité qui fait qu'un logiciel, pour être performant, il faut qu'on puisse généraliser ce qu'il a trouvé à un endroit et que ce soit bien exportable partout. Et tout ça, c'est aussi une façon. Il faut tenir ça aussi. Il faut tenir compte de ça aussi pour évaluer les performances et pas simplement faire une validation interne de logiciels. C'est la différence entre le in vitro et le in vivo, quoi. Une fois qu'on le met vraiment oui, voilà. dans la vraie vie. D'accord. Mais alors, c'est vrai que finalement, le nerf de la guerre, c'est d'avoir un référentiel, un gold standard le plus crédible possible. Et elle est là, je crois, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas trouver 10 000 personnes qui ont eu une arthroscopie. D'ailleurs, tous les gens qui n'ont pas de fissuration méniscale et pas de rupture croisée, ils n'auront pas d'arthroscopie. Donc, ou très probablement pas. Donc, c'est difficile d'avoir une labellisation très forte sur des gros volumes. Et c'est toute la subtilité de comparer avec des volumes d'examens a priori bien labellisés. C'est la validation externe, c'est ce que va nous présenter Benoît dans un premier temps. Ou alors, effectivement, en comparant l'homme seul et l'homme et la machine, c'est les études de validation clinique dont vous allez nous parler, Valérie. Oui, et puis si je peux juste, ce qu'il faut voir aussi, je pense quand des concepteurs nous proposent un logiciel, et c'est pour ça que c'est intéressant que ces conceptions logicielles soient faites avec des personnes de terrain, c'est sur quelles données a été formé, a été entraîné ce logiciel. C'est-à-dire non seulement sur combien, mais effectivement quel type de population, quelle prévalence d'anomalies, etc., etc. Et ça, c'est même avant l'étape de validation, je dirais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, merci de vos interventions. Si je résume,
je crois qu'on peut dire, de ce qu'on a entendu de Patrice, qu'un bon outil d'intelligence artificielle, c'est un outil qui va répondre aux besoins des cliniciens. On a l'impression quand même qu'on attend d'augmenter le radiologue, c'est-à-dire d'augmenter sa performance. On ne va pas le remplacer, on va simplement le rendre encore meilleur s'il en est. Peut-être avec un gain de vélocité, et ça, je pense que les études vont s'attacher à l'étudier. Moi, je trouve la notion de priorisation et de tri assez intéressante. Dans des équipes un peu disparates sur des gros volumes, c'est quelque chose qui peut faire gagner du temps et de l'organisation. Et puis, je retiens de ce que vous avez dit, le tout pour développer un outil d'intelligence artificielle, c'est d'avoir un gold standard, finalement, le moins mauvais possible, le meilleur possible ou le moins mauvais possible. En tout cas, je vous remercie. Je voudrais peut-être, pour situer un peu les gens qui nous écoutent, revenir un tout petit peu à l'outil. Alors, ma curiosité m'a incité à aller regarder ce qu'il y avait dedans et puis effectivement à demander à Gaspard, bon, en vérité, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est le rendu de votre outil. Et donc, si je prends ici un examen de routine, on voit qu'il y a les 4 séquences d'une IRM du genou. Eh bien, le rapport qui est fourni, il a 2 formes. Soit une forme comme celle-ci, qui est avec un espèce de compte-rendu structuré au début, et puis cet avatar qui est assez rapide, assez intuitif, effectivement, avec un code couleur. En vert, c'est normal pour la machine. En rouge, c'est très probablement où c'est. Excuse-moi, Raphaël. Oui. On ne voit pas l'écran. On ne voit pas l'écran, Raphaël. Ah bah oui, on ne voit pas l'écran. Évidemment qu'on ne voit pas l'écran. Alors, pardon, je vais connecter. Hop. Je vais connecter ça. Tac. Ça tombe bien. Ça y est. Il est installé. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. On a notre worklist. Dans la worklist, on a les 4 séquences habituelles. Et à côté, on a le choix, soit un avatar seul, soit un compte-rendu un petit peu plus détaillé. Dieu sait s'il sera dans l'avenir exportable directement dans nos RIS. En tout cas, on a cet avatar qui est assez rapide et intuitif, avec en vert ce qui est normal, en rouge, donc je le disais, ce qui est anormal pour la machine, avec le plus fort degré de certitude. Et puis, il y a du faut pas se leurrer, il y a du orange, où là, il y a un doute. Et ça aura quand même un petit peu l'intérêt de nous orienter, d'attirer notre attention. Est-ce qu'on doit oublier tout ce qui est en vert? On a l'impression, en discutant avec Pascal et Benoît, que c'est pas pour tout de suite, bien entendu. C'est le radiologue qui a le dernier mot. Donc ici, on nous avait dit qu'il y avait une rupture du croisé. Très bien, on la trouve. On nous avait dit qu'il y avait, alors c'est intéressant, il y avait une lésion du ménisque en rouge, ça c'est sûr, mais il y a un très gros doute sur une migration. Les petites flèches ici, c'est pour exprimer la migration. Alors cette migration, je vais la chercher dans le sagittal. Puis effectivement, j'ai un signe de la double corne antérieure. Là, il y a une espèce d'émillance de saut, de ce ménisque latéral qui aurait pu ne pas sauter aux yeux, mais qui est détecté comme une lésion méniscale migrée. Et puis, il y avait quelque chose d'intéressant, j'y reviens juste un tout petit instant, sur ce doute. On l'a dit, le doute existe. Alors, moins il y en a, mieux c'est, mais il y en a. Et là, en fait, c'est intéressant parce que c'est une lésion cartilagineuse fémorotibiale qui est suspectée. Et là, moi, je la regarde. Et très honnêtement, je me dis, qu'est-ce qu'il a détecté? Peut-être c'est cette petite black line sign dont on sait qu'elle n'a pas un grand intérêt. Au total, là, c'est moi qui vais trancher. C'est l'humain qui va véritablement finaliser le compte-rendu et l'assumer tel qu'il sera. Ça, c'était un cas assez démonstratif parce qu'il y a de toutes les couleurs. Là, je voudrais montrer un cas qui est un petit peu trié, mais on l'avait relevé avec Gaspard lors de la lecture dans la validation. Il est intéressant parce que l'avatar nous dit qu'il y a une lésion du ligament croisé antérieur. Mais en vérité, quand on regarde le compte-rendu initial qui a été fait chez ce patient, eh bien, il était décrit comme normal. Alors, on va aller le regarder, ce ligament croisé, et effectivement, on comprend à peu près ce qui s'est passé. C'est que ce ligament croisé, il est très vertical. Et en fait, il respecte la verticalité d'un ligament croisé normal, mais effectivement, quand on a un peu l'habitude, on le trouve un peu festonné, on trouve qu'il y a un peu trop de signal proximalement, et on fait ce qu'on doit faire quand on a un doute, c'est qu'on va regarder dans les autres plans. Donc, on va aller regarder ce croisé, on va reconnaître ces 2 faisceaux, et puis on va aller le regarder à la partie proximale qui est un peu douteuse. Je vais zoomer. Et là, j'ai une petite bande en vide de signal, mais l'autre bande attendue, elle est de signal intermédiaire, elle
elle est floue, elle est pas belle. Et cet aspect, manifestement, c'est celui d'une rupture partielle, dont on sait, je pense que Patrice sera d'accord, qu'on le prend en charge comme un ligament croisé antérieur, c'est-à-dire qu'on va vérifier si le genou est stable ou pas, et s'il doit être pris en charge chirurgicalement, eh bien il le sera. Donc il y a un vrai impact à ne pas rater cette rupture partielle du croisé, c'est quand même 15% des ruptures. Et là, effectivement, raté en première lecture, si le radiologue avait eu ce cas effectivement choisi, avait eu l'avatar, il aurait été alerté, il serait allé le montrer à son collègue. Donc voilà un petit peu la démonstration qu'on peut faire de cet outil pour bien se figurer de ce que ça représente dans notre routine. Voilà, je vous repasse l'écran. Je voudrais maintenant qu'on termine avant une séance de questions-réponses, et n'hésitez pas à en poser dans le forum qui est fait pour ça. Je voudrais qu'on termine par, en quelques slides, une démonstration de ces étapes de validation scientifique de l'algorithme, avec Benoît qui va nous parler d'une validation externe sur les ménisques en particulier, qui a déjà été publiée, et Valérie succédera. Merci Benoît. Oui, alors si on peut mettre les slides à l'écran. Effectivement, quand on développe un algorithme d'intelligence artificielle, la première étape, c'est de séparer un petit peu le jeu d'entraînement que l'on a pour des données qui vont permettre d'entraîner le modèle, des données qui vont permettre de le valider, puis des données qui vont permettre de le tester. Donc, on a fait cette étape-là pour le ligament croisé antérieur et pour les ménisques. Donc, il y a un poster qu'on a fait pour le Congrès européen de radiologie en 2020 sur le ligament croisé antérieur et qui donnait lieu à un article qui est en période de resoumission. Là, un petit mot d'introduction, c'était pour voir une des façons de mesurer les performances d'un algorithme d'intelligence artificielle. Donc, l'une des mesures les plus utilisées dans tous les papiers d'intelligence artificielle, même si on a également beaucoup d'autres qui ont leurs forces et leurs faiblesses, l'une des plus fréquentes est l'air sous la courbe, la fameuse courbe ROC dont vous avez entendu parler dans la première année de nos études médicales pour la plupart des médecins. Et donc, sur cette courbe, nous avons en abscisse le taux de faux positif et en ordonnée le taux de vrai positif. Et un test qui est censé être un test parfait serait le plus en haut à gauche de cette courbe ROC. A contrario, si on fait la bissectrice de cette courbe, ça serait un test aléatoire. On jette une pièce en l'air et on a un peu le hasard qui serait le résultat de ce test. C'est pas ce que l'on souhaite pour tout test. Donc, pour revenir à l'étude sur le ligament croisé antérieur, donc, comme je vous disais, on sépare les données qui sont utilisées. Là, on s'est basé donc sur une décennie environ d'imagerie IRM du genou. On a l'avantage d'avoir un réseau avec une douzaine de centres et donc un parc machine qui est hétérogène, tant au niveau du signal, de la puissance de l'aimant de l'IRM que des différents types de constructeurs. Donc, on a une base de données de presque 20 000 IRM que l'on a pu ainsi séparer en base d'entraînement avec 70%, c'est plus dire 70% en Suisse, des données qui servent à l'entraînement. On a 20% des données qui servent à la validation de l'algorithme et ensuite on le teste sur des données que l'algorithme n'a pas vues pour évaluer un petit peu ses performances internes. Donc, c'est la première étape de la validation d'un outil. Donc là, on a obtenu des performances de 93,9% en AUC sur le set de tests de lésions ou pas du ligament croisé antérieur. Donc, lorsque l'on a ceci, on est content. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va être forcément bien sur d'autres données où l'acquisition de l'image ne sera peut-être pas de la même manière et peut-être un algorithme développé dans un centre. Si on traverse la rue, qu'on va dans le centre d'en face, peut-être les performances vont nettement baisser. Donc, il faut valider de manière externe
ces données. Donc, au début de l'intelligence artificielle, on n'avait pas forcément beaucoup de données publiques qui étaient disponibles en grand nombre. Heureusement, les communautés scientifiques, notamment le côté pas médical, mais le côté de tous les data scientists, etc., ont l'habitude du open source et de mettre à jour de manière publique leur set de données. Et on a deux sets qui ont servi à la validation externe, une base de données européenne de Rijeka en Croatie, qui est NIMRI, et une base de données issue des hôpitaux de Stanford en Californie, une université prestigieuse qui travaille beaucoup sur le sujet de l'intelligence artificielle, qui a publié en 2018 une base de données importante qui s'appelle MRNet. Et donc, nous avons nous avons testé déjà les résultats de l'algorithme sur le ligament croisé antérieur sur ces deux bases de données externes, et on voit que l'on obtient des résultats de 0,94 pour la base de données américaine, 0,86 sur la base de données croate, et que l'on peut réentraîner l'algorithme pour qu'il soit plus performant sur ces bases de données, et on a un gain en performance qui peut monter jusqu'à 0,92 par exemple pour la base croate où les performances initiales étaient un peu moins bonnes. Donc ça, c'est la validation externe. Donc effectivement, comme disait Raphaël au début, la plupart des algorithmes sont répondre à une question binaire. Là, on a eu l'ambition de faire plusieurs structures dans un même examen IRM, et on a pu publier au début de cette année dans Physica Medical, qui est une revue de medical physicists, de physiciens médicaux, cet article sur la validation externe de l'algorithme sur les ménisques internes et externes, en parlant également de cette problématique clinique qui est la migration d'un fragment méniscal. Donc, de la même manière, on a évalué les résultats de l'algorithme sur la détection des déchirures méniscales. On a les courbes ROC ici, avec des résultats sur le ménisque médial de 0,93 et sur le ménisque latéral de 0,84, probablement en rapport avec un volume de données qui est moins important, les déchirures du ménisque latéral étant moins fréquentes en pratique clinique, et même sur un panel d'examen d'une dizaine d'années, on voit qu'on a moins de données de déchirures méniscales latérales que de ménisque médial. Donc, les algorithmes ayant besoin de beaucoup de données la plupart du temps pour bien être entraînés, les performances étaient un petit peu moindres. Nous avons testé donc aussi sur la migration méniscale, la ground truth étant la vérité terrain étant la notation par deux radiologues musculo-squelettiques experts du rapport, et ce sont des données donc de tests qui n'avaient pas été montrées préalablement à l'algorithme qui avait été entraîné sur des lésions méniscales. Et donc les performances sur la migration: pour le ménisque médial, 0,91, et pour le ménisque latéral, 0,95. Et c'est ces données-là qui sont vraiment utiles pour nos radiologues depuis qu'on utilise Keros. C'est vraiment d'insister sur le fait qu'un fragment méniscal migré n'aura probablement pas la même prise en charge à court terme pour le patient qui consulte pour une douleur du genou, avec cette information-là que l'on fait bien ressortir du rapport. Enfin, un dernier mot sur le fait que lorsqu'on entraîne un algorithme, eh bien, on a quand même envie d'avoir un petit peu, on parle souvent du phénomène de la boîte noire des algorithmes en intelligence artificielle. On essaye quand même d'avoir un minimum de cohérence entre ce sur quoi l'algorithme va prendre sa décision et le résultat. On a vu par exemple en congrès des radiologues qui montraient qu'un algorithme sur la détection des pneumothorax était excellent, mais en fait, la partie de l'image qu'il a notée était la partie avec le tube qui drainait le pneumothorax, et c'est ça qu'il savait reconnaître. Donc, effectivement, il faut s'assurer qu'un algorithme prend quand même ses décisions sur la bonne partie de l'image, et on s'est assuré ça avec ce qu'on appelle des heatmaps en anglais, des cartes de couleurs qui montrent la zone vraiment qui va avoir un intérêt prépondérant dans la prise de décision de l'algorithme, et ces zones de couleurs correspondaient effectivement bien pour les déchirures méniscales
au ménisque. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Il ne raisonnait pas sur des signes indirects de contusion ou autre pour se dire, ah ben tiens, ça c'est un signe de déchirure méniscale, comme le fait peut-être parfois le radiologue. Là, en tout cas, il regarde bien ce qu'il se passe sur le ménisque. Voilà un petit peu pour comment on développe de manière interne, et puis l'importance vraiment de la validation externe. C'est ce qui manquait en tout cas beaucoup dans les premiers algorithmes qui ont pu être développés. C'est vraiment important pour prouver que ça peut avoir une utilité clinique pour d'autres que pour le centre qui l'a développé. Très bien. Merci beaucoup, Benoît. Effectivement, avec des gros volumes et sur un gold standard le meilleur possible. On va maintenant passer sans transition, parce que l'heure tourne, on va passer la parole à Valérie pour l'étude de validation clinique qui, elle, va s'attacher à étudier véritablement l'impact réel pour un radiologue donné ou un échantillon de radiologue donné de ce type d'outils d'intelligence artificielle. Merci. Oui, merci. Donc, je vais essayer de vous parler rapidement de cette validation clinique de cet outil logiciel, enfin multi-logiciel, puisque vous allez voir qu'il nous analyse effectivement les principaux composants du genou. Donc, l'objectif de cette étude de validation clinique, c'était de comparer les performances de lecture avec et sans le logiciel Keros. Donc, il y avait 6 lecteurs, donc vous voyez des spécialités différentes, en tout cas un background différent, des radiologues ostéo-articulaires, donc spécialisés, des radiologues non spécialisés et des chirurgiens orthopédistes. Donc, 6 lecteurs, et à ces 6 lecteurs, on a donné 200 IRM à lire. 100 ont été lus sans le logiciel d'IA, et les 100 autres ont été lus avec le logiciel d'IA. Les items de lecture, c'était donc le ligament croisé antérieur, le ligament collatéral médial, les ménisques et les cartilages fémoro-patellaires et fémoro-tibiaux. Et la vérité terrain, donc notre référence, c'était donc la notation par un panel d'experts, donc un binôme d'experts et un troisième expert en cas de discordance des 2 premiers. C'était donc notre vérité terrain. Vous avez le nom de ces 3 radiologues ostéo-articulaires. Et donc, pour chaque item de lecture, LCA, LCM, ménisque et cartilage, il y a une analyse statistique de sensibilité et de spécificité, groupant la lecture des 6 lecteurs, ou bien s'intéressant uniquement aux lecteurs radiologues ostéo-articulaires ou aux radiologues plutôt généralistes ou aux chirurgiens, et puis diverses combinaisons de ces groupes avec et sans intelligence artificielle. Quelques résultats sélectionnés. Nous avons observé des gains statistiquement significatifs. Par exemple, pour le ligament croisé antérieur, vous voyez que donc on a également établi des courbes ROC, et on avait des gains de sensibilité. Vous voyez, quand on regroupait les lectures de tous les lecteurs. Pour le LCA, on avait des gains de sensibilité significatifs, 78% sans IA, sans assistance de l'IA, 92% avec assistance de l'IA. On retrouvait des gains comparables, un peu supérieurs même, quand on s'intéressait à la lecture assistée par intelligence artificielle des radiologues généralistes. Pour le ligament collatéral médial, vous voyez on a de base des sensibilités assez faibles quand on s'intéresse au groupe des 6 lecteurs, sensibilités qui peuvent être significativement augmentées avec une lecture assistée par intelligence artificielle. Voilà, également d'autres chiffres de majoration de sensibilité pour les 2 ménisques ou pour le ménisque médial. Vous voyez qu'on gagne ici pour les ménisques, non seulement en termes de sensibilité, mais également en termes de spécificité. Vous voyez que
les lecteurs qui sont gagnants, mais c'est pas une surprise, ce sont les lecteurs non experts en imagerie ostéo-articulaire. Voici deux exemples de courbes ROC, hein, un exemple pour le ménisque médial et pour le ligament collatéral médial, où vous pouvez observer donc la croix bleue matérialise la lecture sans IA, la croix rouge avec assistance de l'IA, et vous voyez pour le ménisque médial un gain qui est à la fois un gain de sensibilité, hein, vous avez tout compris avec l'introduction de Monsieur Risk, et également un gain dans la spécificité. Pour la lecture du ligament collatéral médial, il y avait un gain qui était principalement un gain de sensibilité. Donc là, on s'intéressait à la lecture des 6 lecteurs groupés. On a des limites, hein, il faut les mentionner également. Par exemple, pour le ligament croisé antérieur, la lecture assistée par l'IA, donc encore une fois la croix rouge assistée par l'IA, la croix bleue sans IA, nous apportait un gain de sensibilité, mais associé à une perte, certes un peu moindre, mais une perte de spécificité de la détection de la rupture du ligament croisé antérieur. Alors, c'est pas étonnant, hein. C'est vrai qu'on attend toujours beaucoup plus d'une lecture logicielle que d'une lecture humaine, hein. On pardonne pas à l'informatique de se tromper. En fait, bon, c'est comme, mais il faut penser aux radiologues, hein. C'est comme quand on lit les LCA nous-mêmes, il faut, entre la sensibilité et la spécificité, on sait que c'est une balance. C'est pareil pour la tendinopathie par rapport à la rupture quand on lit par exemple les tendons de la coiffe des rotateurs. Donc il y a toujours un travail, c'est pareil pour les logiciels. Toutefois, on peut pondérer cette perte de spécificité que l'on montre ici par l'absence de contexte clinique, hein, qui était associé aux lectures. Donc, ce n'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, on sait s'il y a eu un traumatisme, on sait s'il y a eu une entorse du genou, et on sait, quand on travaille correctement, on a quand même une idée, une collaboration avec notre chirurgien orthopédiste qui nous dit s'il y a une laxité clinique ou pas. Voilà, alors les perspectives, vous avez vu donc cet outil Keros et les items de lecture. Bon, ben voilà, les perspectives pour des logiciels d'IA, c'est d'évoluer en permanence, de s'améliorer sur certains points, et puis d'offrir d'autres items de lecture, par exemple pour genoux, bien évidemment la détection d'épanchement, la détection d'un œdème osseux, la segmentation du cartilage, par exemple, etc. On peut se donner d'autres items en perspective. Et puis voilà, après, ça va être le retour des utilisateurs, hein, c'est vraiment les études en vraie vie, dans différents centres, avec différentes machines, différents praticiens, voilà, pour faire progresser encore ce type de logiciel d'IA. Merci beaucoup Valérie de nous avoir plongé dans la vraie vie et dans le quotidien de ce que peuvent nous apporter ces outils d'intelligence artificielle au sens large. Bon, l'heure tourne, je vous propose de passer directement aux questions-réponses. Et puis, puisqu'on est dans la vraie vie, bah, effectivement, il y a des gens qui posent des questions de la vraie vie et des questions très pratiques et auxquelles on n'a pas répondu. C'est est-ce que cet outil est automatique pour tous nos patients qui ont eu une IRM une fois qu'on a installé l'application? Et puis ensuite, quel est le délai entre l'émission des images et l'émission de ce petit avatar avec des couleurs? Est-ce qu'on l'a tout de suite dans notre worklist ou est-ce qu'il faut attendre que quelque chose mouline pour avoir accès à l'information? Voilà, c'est une question qui est revenue plusieurs fois, hein. On sent qu'il y a un intérêt pour ce côté très pratique. En gros, est-ce que je vais devoir attendre avant de dicter, quoi? Je peux répondre. Oui. Alors, en pratique, c'est très rapide, hein, quand même. Dans les 10 minutes, à peu près 10-15 minutes, l'examen revient interprété et tous les examens sont interprétés. D'accord. Et ça, donc, ça s'intègre, vous avez un petit peu votre mécanique pour
terminer le compte-rendu précédent en attendant que le suivant Voilà, tout à fait. soit émis, que le Voilà. PATAR soit émis. Ouais. D'accord. Bon, donc ça, c'est... Alors, et je précise qu'ils sont interprétés que l'examen soit acquis en 3D ou en 2D. Hein. Oui, alors, merci de faire cette transition parce qu'effectivement, il y a des questions. Alors là, c'est des questions un petit peu plus techniques. On voit bien qu'on n'a pas tous les mêmes pratiques, on ne fait pas tous les mêmes séquences. Certains font même du 3D. Et il y a des questions là-dessus. Je pense, Gaspard, tu as vu ces questions. Alors, il y a une question de Guillaume qui nous dit que contient le pré-traitement des images afin de réduire la variabilité intermachine avant d'injecter les images durant l'entraînement de l'algorithme. En somme, quand on a des panels d'examens très différents, comment est-ce qu'on nourrit la machine avec quelque chose qu'on veut le plus homogène possible finalement? C'est ce que je comprends de cette question. Oui, alors c'est une question à la fois très technique, c'est-à-dire que probablement avec des connaissances en data science, hein, et quand on entraîne ces algorithmes, là on parle de, en ce moment on est entre 25 et 30 000 examens, donc ça fait plusieurs millions d'images. Il y a des manières de normaliser les images pour les donner à manger à l'algorithme. Et donc il y a tout un pré-traitement. Et d'ailleurs, c'est détaillé. On a donné beaucoup d'informations dans les publications. Donc, pour le détail des architectures, je vous renvoie aux publications qu'a cité Benoît, celle sur le ménisque et celle sur le LCA bientôt. Et puis, cette question, elle fait écho à une autre question qui est, il faut qu'on ait beaucoup de données hétérogènes pour que ce soit très robuste. Et là, c'est sûr que c'est l'intérêt et la nécessité des grands volumes de données, parce qu'il faut qu'on ait du 1.5 Tesla, du 3 Tesla, du Philips, du Siemens, du GE, des marques des marques différentes, du bruit différent. Et ça, c'est ce que nous permettent ces projets-là à grande échelle. Et donc, c'est ce qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on a une grosse base de données qu'on veut la plus hétérogène possible en fait. Hein. C'est qu'on veut une base de données très hétérogène pour qu'on puisse être reproductible. Et c'est pour ça qu'on peut se valider sur des bases de données croates ou américaines en gardant des très bonnes performances, parce qu'on a une base d'entraînement très hétérogène. En tout cas, pour répondre à une autre question, effectivement, on n'est pas obligé d'aller faire du 3D sur du genou. Le 2D suffit, mais si on a du 3D, on va s'en sortir. On va s'en sortir avec l'algorithme, tu veux dire? Oui, tout à fait. Bien sûr. On va pouvoir traiter du 3D. L'algorithme traite du 3D, parce que ça, dès le départ, on a vu, et on avait bien vu que c'était nécessaire. Et donc, on va pouvoir traiter ces deux types-là. Parce qu'il y a quand même les deux pratiques. D'ailleurs, moi, je ne sais pas qui va gagner entre 2D. Même dans le dataset même de 3R, il y avait du 3D, il y avait du 2D. Donc absolument, tout à fait. Très bien. Bon, et puis il y a une question alors de Lucie. Merci pour ce webinaire. Merci à vous, Lucie. Avec les structures analysées par Kairos, quelle proportion de patients est prise en charge? Alors, avec les structures analysées par Kairos, quelle proportion? Je crois que si on se place du point de vue des IRM, tous les patients peuvent bénéficier de l'algorithme en routine. Après, est-ce que sa prise en charge chirurgicale, là, je pense qu'on a moins de faux négatifs. Peut-être, on l'espère, avec l'IA, si c'est la question qui est posée. Voilà. Est-ce que tu en avais une autre lecture de cette question? Est-ce qu'on la précise? Tu dis Raphaël, excuse-moi. Lucie qui posait cette question. Bon, de toute façon, je te laisse la lire, mais de toute façon, je crois que l'heure a tourné. On n'a pas de nouvelles questions qui arrivent au-delà des premières. Moi, j'aurais une question pour Patrice, peut-être. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir l'avis de l'orthopédiste sur comment il voit cet outil-là, et dans sa pratique éventuellement de consultation, et dans son rap, et aussi, est-ce que ça peut être un outil qui peut favoriser ou avoir un rôle dans la collaboration entre les radiologues et les orthopédistes? Comment vous voyez l'intégration de ces nouveaux outils d'un point de vue de chirurgien, de clinicien? Moi, personnellement, j'aime bien de toute façon regarder les images, donc je vais regarder les images. La première chose, c'est que des fois, on a des délais d'interprétation de l'IRM qui sont quand même assez longs. Hein. J'entends par là, des fois, une semaine. Donc, il est vrai que des fois, c'est embêtant, puisque les gens reviennent en consultation, on n'a pas forcément le compte-rendu d'IRM. Donc, le fait d'avoir éventuellement une aide au diagnostic peut nous aider, parce que le patient, il a besoin de savoir si effectivement il a une entorse grave, entre autres.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de temps en temps, quand même, les comptes rendus d'IRM ne sont pas tout à fait pertinents, notamment lorsque c'est des radiologues, on va dire, un peu polyvalents. Des fois, il y a des réponses, on va dire, un petit peu normandes, si je puis dire. C'est-à-dire, on a de temps en temps des intitulés du genre aspect compatible avec une rupture du croisé antérieur à évaluer en fonction de la clinique. Nous, on a besoin de savoir, voilà, on a la clinique, mais on a besoin de savoir oui, il est cassé, non, il n'est pas cassé. Enfin, je dirais que pour le patient, c'est important, quoi. Oui, vous avez une entorse grave, non, vous n'avez pas une entorse grave. Donc, en gros, je pense que c'est utile, un, pour le délai, deux, quand on n'a pas un radiologue ostéo-articulaire. Maintenant, si on a un radiologue compétent, ostéo-articulaire et qui est sûr de lui, je dirais que ça n'a pas un intérêt majeur, quoi. Voilà. Pour aller dans le sens de Patrice, je travaille avec un chirurgien orthopédiste qui m'interpelle pratiquement tous les jours pour relire des examens. Et j'avoue que s'il avait cet outil-là, je pense que s'il est comme Patrice, il relit toutes ses IRM, donc il est confronté à des comptes rendus qui ne sont pas toujours en accord avec ce qu'il voit. Et s'il avait cet outil, peut-être que je serais moins dérangé quand même. Il peut apporter de la confiance dans son interprétation. Oui. Très bien, je vous remercie. Je pense qu'on va clore. Alors, je voudrais poser une dernière question, parce qu'effectivement, il y a parmi les gens qui nous écoutent des manipulateurs radio, et c'est vraiment très intéressant. Il y a effectivement Guillaume qui demande quelle est la place du manipulateur radio. Je voudrais savoir si le manipulateur radio peut avoir un rôle à jouer dans la mise en place des systèmes d'IA diagnostique. Dans l'installation, j'imagine, d'un outil, et puis peut-être dans la vraie vie, est-ce que ça change quelque chose quand il fait une IRM du genou, finalement? Raphaël, je peux dire un petit mot? Oui. Je ne sais pas qui s'adresse la question, mais en tout cas, moi, je vais faire de la pub pour mes manips de Lariboisière. On n'a pas ce logiciel pour les IRM, mais par contre, on a installé 3 logiciels pour la détection de fractures. Et franchement, il y a une équipe de manip qui a été fantastique. Parce que effectivement, comme on a 3 solutions logicielles, il a fallu pousser les images manuellement sur chaque solution logicielle et non pas un transfert automatique comme quand on en a une seule. Et donc, en ça, elle nous aide beaucoup. Et c'est vrai qu'il nous sélectionne un peu les examens intéressants, ceux qui sont discordants, etc. Donc, oui, il y a une vraie place des manipulateurs dans l'installation et dans le suivi et dans la participation, mise en place de ces outils. Merci beaucoup de ce retour d'expérience. Oui, je crois que ce qu'on retient de ça, c'est quand même que pour toutes les équipes au sens large, nous radiologues, c'est sûr, mais aussi nos équipes, je crois que tout ça, cette intelligence artificielle est une façon de renouveler un peu notre pratique, de la dynamiser, de réenchanter dans une certaine mesure notre activité, et c'est assez passionnant. La DIRM devrait le confirmer. Voilà. Est-ce que Gaspard, tu souhaites ajouter un mot, conclure? Écoutez, non, je pense qu'on a dit beaucoup de choses passionnantes. Donc moi, juste un mot pour vous remercier tous les 5. C'est une très belle aventure. C'est le début d'une aventure, et donc c'est très bien de le commencer avec à la fois une démarche scientifique, une démarche de terrain, et l'idée de la finalité. Donc merci beaucoup Raphaël, et merci à tous les 5 pour ce beau webinaire. Je pense que la qualité et l'intensité des questions et le nombre d'inscrits peuvent nous faire penser que c'est utile, et on avance. Merci. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis. À la prochaine. Bye bye. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir. Au revoir.